Nous voici donc avec la dernière planète du système solaire. Je dis bien planète. Hein. Je ne parle pas décor du système solaire, mais bien de la dernière planète, reconnue en tant que telle, qui est donc la 8e, hein, qui s'appelle Neptune. Alors, Neptune, peu de temps après sa découverte, Neptune est simplement appelée planète extérieure à Uranus. Ça s'appelle une postros foulée, hein, mais... Ou encore planète Le Verrier. La première suggestion de nom vient de Johann Gale, qui propose le nom de Janus, du dieu romain, des commencements et des fins, des choix et des portes. En Angleterre, Chalice propose le nom d'Océanus, un titan fils d'Uranos, revendiquant le droit de nommer sa découverte. Le Verrier propose rapidement le nom de Neptune pour cette nouvelle planète, tout en affirmant faussement que cela a été officiellement approuvé par le Bureau des longitudes. Donc en plus, il raconte des conneries, mais c'est pas grave. En octobre 1848, il change d'avis et cherche à nommer la planète Le Verrier. C'est bon. Ah bah oui, quand on a un ego, on a un ego. Hein. De son nom, ayant le soutien fidèle du directeur de l'Observatoire, François Arago. Cette suggestion rencontre cependant une vive résistance hors de la France. Les almanachs français réintroduisent le nom de Herschel pour Uranus, d'après le découvreur de cette planète, et Le Verrier pour la nouvelle planète. Ça concernait les Français. Alors Wilhelm von Struve se prononce en faveur du nom de Neptune le 29 décembre 1846 devant l'Académie de Saint-Pétersbourg. Aussi, Neptune devient rapidement le nom internationalement accepté dans la mythologie romaine. Neptune est le dieu de la mer, évidemment copie totale évidemment du dieu grec Poséidon. La demande d'un nom mythologique est par ailleurs en accord avec la nomenclature des autres planètes, qui, à l'exception de la Terre, sont nommées d'après la mythologie romaine. La plupart des langues utilisent aujourd'hui le nom de Neptune. Alors vous allez voir, il y a quelques petites choses curieuses. Par exemple, dans les langues chinoises, vietnamiennes et le japonais et le coréen, le nom de la planète est traduit par étoile du roi de la mer. En grec moderne, la planète s'appelle Poséidon. Forcément, hein, ils vont pas dire, évidemment. En hébreu, lui, c'est un monstre marin, issu des psaumes, hein, mais qui s'appelle quand même curieusement Neptune. Reste couramment utilisé chez eux. Hein. Finalement, les petites curiosités sont pour les Maoris, les Mahuatifs et les Gujarati. La planète prend respectivement le dieu de nom maori de la mer Tangaroa, du dieu de la pluie Tialok, ou, pour le dernier, du dieu hindou Varun. Voilà, donc chacun y mettant un peu ces choses, mais officiellement, elle est dénommée comme les autres planètes de la mythologie romaine. C'est un choix qui s'est fait au départ, et donc c'est une Neptune pour normalement tout le monde, même si chacun vient y mettre un peu sa sauce. Bon. Faut pas non plus aller trop loin. Hop, donc voici Neptune. Ensuite, eh bien, il y a les premières apparitions. Alors, on va retrouver quelqu'un qu'on connaît bien sûr. Hein, décidément, il en aura fait des choses. Alors, plusieurs astronomes, avant sa découverte au XIXe siècle, l'observent. Cependant, sans pour autant noter qu'il s'agit d'une planète. Ainsi, les dessins astronomiques de Galilée montrent qu'il observe Neptune le 28 décembre 1612, alors qu'elle apparaît en conjonction avec Jupiter. La planète est alors répertoriée comme une simple étoile fixe.
Il la remarque de nouveau dans le ciel plus tard, le 28 janvier 1613, et une étude de 2009 montre qu'il l'a vu également bouger. Donc il constate que ça a bougé, mais pour autant, peut-être, il faut se rappeler avec quoi il observe, hein, il doit se dire, bon, c'est une étoile, j'ai pas bien vu, et il ne va pas la noter comme étant une planète, mais comme étant une étoile fixe. Alors, il n'y a pas que lui, hein. Neptune est également observé par Joseph Jérôme François de Lalande en 1795 et par John Herschel, fils de William Herschel, qui auparavant avait découvert Uranus en 1830, sans qu'il le note, rien de particulier en dehors du fait que pour lui c'est une étoile. Ce qui peut paraître un peu curieux du fait que son père ait distingué quelque chose de rond et coloré, et que lui il va la regarder mais il ne va pas constater qu'elle a une forme particulière. Après, ça dépend de la qualité d'instrument, ça dépend du ciel qu'il va avoir, enfin bon, il y a plein de raisons. Les mathématiciens commencent dès 1788 à observer, à s'apercevoir que Uranus n'a pas un déplacement normal. Donc il va falloir attendre 1821 pour que l'astronome français Alexis Bouvard publie une nouvelle table utilisant 17 observations et 40 années, sur 40 années écoulées, pour penser qu'en fait il y a une interaction gravitationnelle avec un autre corps, puisque lui va rajouter Jupiter et Saturne dans ses calculs, mais malgré tout il n'arrive pas à bien déterminer correctement l'orbite. Donc il se dit il y a quelque chose à l'extérieur qui doit provoquer un mouvement de cette planète. Alors on va venir à un ensemble de personnes, parce que contrairement à ce que l'on pense, il n'y a pas que le Verrier dans l'histoire. On va commencer par une réunion au la British Association des Sciences. George Biddell Airy rapporte que les tables de Bouvard, sont erronées de l'ordre d'une minute de degré. Principalement, deux hypothèses s'opposent alors, celle de Bouvard sur l'existence d'une autre planète inconnue qui pourrait affecter le mouvement d'Uranus, et celle d'une remise en cause de la loi universelle de gravitation proposée par Airy. Il y en a qui n'ont pas de... Selon lui, la loi de gravitation perdrait de sa validité au fur et à mesure que l'on s'éloigne du Soleil. Bon. Cependant, l'existence d'une nouvelle planète transuranienne fait consensus sur la plupart des astronomes pour expliquer les perturbations du mouvement d'Uranus. Étudiant à Cambridge, John Couch Adams, donc le jeune étudiant qui est sur la gauche, trouve le 26 juin 1841 le rapport d'Airy concernant le problème de l'orbite. En 1843, une fois ses études finies, il se met au travail et s'appuie sur la loi de Titius-Bode pour obtenir une première approximation de la distance de cette nouvelle planète au Soleil. Dans la mesure où la plupart des planètes, sauf Mercure, possèdent une orbite faiblement excentrique, il suppose également que son orbite est circulaire afin de simplifier ses calculs. Il termine ses travaux 2 ans plus tard, et ayant déterminé la position de Neptune avec une erreur de moins de 2 degrés de la position réelle, mais il lui faut encore confirmer son observation. Ce n'est pas tout de calculer une hypothèse, il faut la confirmer. James Chailey, directeur de l'observatoire de Cambridge, le renvoie à l'astronome royal, Sir George Biddell Airy. Celui-ci émet dans un premier temps des doutes sur les travaux de son jeune collègue, puisqu'en fait là il vient carrément à l'opposé de ce qu'il avait lui prédit, donc évidemment il le prend mal. Parallèlement en France, François Arago, alors directeur de l'Observatoire de Paris,
encourage le mathématicien Urbain Le Verrier, spécialisé en mécanique céleste, de déterminer la caractéristique de cette 8e planète. Il commence ses travaux sur Uranus en 1845 et, ignorant totalement ceux d'Adams, utilise une méthode différente et indépendante, puis publie ses premiers résultats le 10 novembre 1845 dans Premier mémoire sur la théorie d'Uranus, puis dans Recherche sur les mouvements d'Uranus le 1er juin 1846. Airy, remarquant les travaux de l'astronome français, fait le parallèle avec ceux d'Adams et entre en contact avec Le Verrier. Ce dernier lui demande à son tour d'effectuer des recherches sur la planète à l'aide des calculs qu'il vient de publier, mais Airy refuse. Finalement, sous la pression de George Picot, Airy demande à James Shalley, le 12 juillet 1846, d'entreprendre la recherche, voici Adams, d'entreprendre la recherche sur ce nouvel astre. Adams, informé par le directeur de Cambridge, fournit de nouvelles coordonnées à Shalley, en précisant que l'objet serait de magnitude 9, mais Airy propose à Shalley d'observer une large portion du ciel, jusqu'à une magnitude 11. Vous imaginez, ça va pas être facile. Cette méthode demande à Shalley beaucoup plus de temps, évidemment, et puis il ne dispose pas d'une carte suffisamment intéressante, suffisamment précise pour définir une position. Donc sa recherche, évidemment, va échouer. Comme quoi, c'est un peu bête, parce qu'après, Le Verrier communique ses résultats définitifs à l'Académie des sciences le 31 août 1846. Devant le peu d'enthousiasme des astronomes français, il décide de faire appel... voici Le Verrier. Il décide de faire appel à l'astronome prussien Johann Gottfried Galle, qui est ici, de comparer la carte du ciel récemment dessinée dans la région de l'emplacement prédit par Le Verrier avec le ciel actuel pour rechercher le déplacement caractéristique d'une planète. Le 23 septembre 1846, Galle reçoit par lettre la position de la planète. Il découvre Neptune le soir même en pointant son télescope à l'endroit indiqué. Elle se trouve alors à seulement 1 degré de l'emplacement calculé par Le Verrier. Il observe à nouveau le lendemain pour vérifier si l'astre a bien bougé, avant de confirmer qu'il s'agit bien d'une planète. Triton, son plus gros satellite naturel, est découvert par William Lassell 17 jours seulement après Neptune. Outre-Manche, évidemment, la déception est grande. Shalley, en renvoyant ses notes, découvre qu'il a observé Neptune 2 fois, le 4 et le 12 août, mais ne l'a pas reconnu comme une planète, car il lui manquait une carte stellaire à jour. Alors il va y avoir une bataille, évidemment, entre l'Angleterre, on voit bien en ce moment ce que ça donne, entre l'anglais et français. Donc il va y avoir guerre entre, d'un côté, Le Verrier qui revendique, évidemment, la trouvaille, et Adams qui, poussé, va dire que lui aussi, il la revendique. Alors pendant longtemps, évidemment, ça va être un peu une guerre de position. Et puis finalement, à un moment donné, il y a un consensus, on va appeler ça la découverte de Le Verrier-Adams. Mais tout ceci sera revu bien plus tard, en 1998, où là, on dira tout, ça va se réduire à une chose assez simple. Adams ne mérite pas le même crédit que Le Verrier pour la découverte de Neptune. Ce crédit appartient uniquement à la personne qui a réussi à la fois à prédire la position de la planète et à convaincre les astronomes de la rechercher. Donc, Le Verrier devient le découvreur officiel de la planète Neptune. Alors, pour ceux qui ont lu un autre astronome bien connu qui s'appelle Camille Flammarion, il ne portait pas franchement dans son cœur Le Verrier, puisque Le Verrier était devenu après directeur de l'Observatoire de Paris, et comment dire, il était un peu particulier. Voilà.
Donc en fait, on va dire que les critiques allaient surtout dans le sens que le Verrier n'avait strictement rien fait, puisqu'il n'avait fait qu'utiliser les gens qui calculaient pour lui, et qu'en fait il était découvreur de rien. Voilà, vous voyez à quel point il y avait de la tension entre les personnages. Camille Flammarion lui reprochant de n'avoir simplement délégué et d'avoir presque oublié d'ailleurs le travail. Et puis quand le travail est effectué, hop, il avait essayé de trouver évidemment Gale, il lui avait envoyé, et Gale lui avait dit, ben voilà, ça y est, je l'ai découvert, vous pouvez l'observer. Et la réaction de Le Verrier, c'est qu'il n'en avait strictement pas grand-chose à faire, donc il n'a jamais observé sa découverte. Pour dire à quel point Camille Flammarion n'appréciait pas du tout, parce qu'il trouvait ça particulièrement écœurant de la part d'un astronome. Bon. Enfin, c'était un couteau tiré, puisque à l'époque, Le Verrier l'avait renvoyé de l'observatoire, étant donné qu'il avait osé écrire un livre sans lui demander. Malgré tout, ce livre était fait sur les animaux avant l'apparition de l'homme, donc ça n'avait rien à voir avec l'astronomie. Mais comme il avait été offusqué du fait que quelqu'un écrive peut-être mieux que lui, j'en sais rien, et qu'il lui avait pas demandé son avis, hop, il avait mis dehors Camille Flammarion. Ça n'a pas duré très longtemps, puisque Le Verrier avait fini par être viré de l'Observatoire de Paris également. Pour ses comportements peu amènes en face de ses employés. Donc c'était assez chaud quand même avec ce personnage. Ouais, clairement. Ouais. Il était un peu particulier quand même. Alors, revenons à nos moutons. Voici la position de Neptune. Donc là, 8e planète du système. On les a toutes vues maintenant. On était parti de Mercure, Vénus, je crois que j'avais fait la Terre aussi, donc Mars, Jupiter, Saturne, Uranus, et maintenant Neptune. Alors évidemment, bon, il n'y a pas de Pluton, puisqu'elle a été déclassifiée. Et voilà la position qu'elle a. Alors, un petit résumé. Le diamètre moyen, c'est 49 244 km. Bah, elle fait 17,1 fois la Terre en masse. Sa gravité, évidemment, est plus forte que celle de la Terre. La distance moyenne, c'est quand même 4 504 millions de kilomètres. C'est pas mal. Alors, elle est assez fortement inclinée, 28,32 degrés. Sa période de rotation, c'est 16 heures. Et sa révolution, eh bien, vous le voyez, ça fait quand même 164,8 années. Donc là, c'est terminé, c'est plus à notre échelle. On ne peut pas regarder Neptune est revenu à la même place. Et elle a une température assez basse. Alors là, c'est une température à la pression de 0,1 bar. Donc là, c'est moins 218, mais si on prend un équivalent, c'est moins 230 degrés. Là, on a une échelle de taille, de grandeur, entre Neptune et la Terre. Alors vous voyez, on est loin du monde de Jupiter et Saturne, ça se réduit quand même un peu. Ensuite, voici, comme à chaque fois, la révolution de Neptune autour du Soleil. Alors évidemment, là, au centre, on ne voit plus grand-chose, c'est toutes les planètes internes. Et vous voyez la vitesse de rotation, de révolution de Jupiter et Saturne, donc ils vont à toute vitesse. Uranus, vous l'avez en bleu, c'est juste avant. Et puis Neptune derrière. Et ça prend longtemps avant qu'elle fasse un tour. Alors ça, c'est pour vous indiquer une chose, c'est l'action
des deux corps, hein, Uranus et Neptune. Donc vous avez Uranus, vous l'avez à voir en bleu au début sur la première, hein, celle qui est marquée A. Vous avez en bleu clair, puis la naissance de Neptune. Et là, vous l'avez en bleu, l'orbite est bleu foncé dans le cadre B. Et vous voyez qu'il y a une perturbation assez importante. Puis petit à petit, tous les objets qui étaient dans leur parage ont été entièrement dégagés par l'action des deux planètes, hein, des actions gravitationnelles des deux planètes. En sachant qu'évidemment, Neptune, elle se crée dans cet ensemble à partir de cet ensemble de corps qui étaient présents au-delà d'Uranus. Alors, Uranus et Neptune, ben voilà, ces deux corps qui de temps en temps se rapprochent. Hein. Si on revient à la précédente, vous voyez qu'à certains moments, sur la baie, vous voyez l'orbite. Hein. Vous voyez que les planètes sont assez proches à certains moments. Et donc, évidemment, Neptune influence le parcours de la planète Uranus. Donc voilà, un petit peu, ça c'était juste pour montrer qu'il y avait une action, une interaction gravitationnelle assez importante entre les deux. Alors, la planète Neptune, elle est entourée par un certain nombre d'objets assez brefs. On verra tout à l'heure une petite présentation. Il n'y a pas énormément d'images, hein, parce que la sonde voyageur, elle n'en a pas produit des très grandes quantités. Mais voilà les objets qui sont les plus proches, les satellites les plus proches. Donc on a Naiade, Thalassa, Larissa, Galatea, Proteus, Protée, et à l'époque où le dessin est fait, il n'y a toujours pas de dénomination, donc S 2004 N1. Donc c'est pas nommé, on va avoir une dénomination comme celle-là. Et ça, c'est la position de ces satellites autour de Neptune. Alors, il manque un satellite qu'on verra plus loin, mais lui, il est plus loin. Il s'appelle Triton, on le verra tout à l'heure. Alors, le monde de Neptune, voilà comment il se présente. Bon, là, il y a un petit peu de détails, hein, on verra tout à l'heure un peu plus en détail l'intérieur. On a des anneaux. Alors, les anneaux, il y a eu une petite histoire là-dessus. En fait, pendant très longtemps, les Américains ont dit non, il n'existe pas d'anneaux. Il n'y a pas d'anneaux. Non. Et André Braic, lui, avait observé Neptune et pour lui, il y avait des anneaux fragmentés. Donc il avait découvert des diminutions de luminosité d'étoiles à des moments précis, et personne ne le croyait en fait. Jusqu'au jour où évidemment la sonde est passée et qu'on a découvert les anneaux fragmentés. Donc proposé de les nommer Braic, et en fait on a fini par les nommer, ben, vous les avez là, hein. Fraternité, égalité, liberté, courage. Voilà, les 4 parties qui étaient observées par Braic. Et puis, vous avez des anneaux très faibles, hein, extrêmement fins, on verra tout à l'heure un peu en détail. Et les anneaux, vous avez l'anneau de Gale. Alors tout est lié avec les découvreurs. Hein, finalement, l'anneau Le Verrier, l'anneau Lassell, l'anneau Arago, donc qui en place. Et puis là-dedans, vous avez, vous remarquez qu'il y a l'orbite, ici l'orbite de Larissa, Galatea et Despina, qui viennent perturber également l'anneau. On retrouve ça aussi dans les autres. Hein. Vous vous souvenez que pour Saturne, on avait aussi le phénomène de satellites qui naviguaient dans les anneaux. Et ben là, on l'a aussi également. Et puis, plus loin, vous remarquez qu'il y a l'orbite de Triton qui est vraiment beaucoup plus loin que les autres satellites. Alors, pour la composition,
Eh bien, au centre, on a un noyau ferreux et silicate, hein, ce qui va donner un champ magnétique assez conséquent à Neptune. On a une température, donc on disait de moins 230 à peu près en moyenne, hein, et l'atmosphère est constituée principalement d'hydrogène et d'hélium, et le méthane qui occupe surtout la haute atmosphère en particulier, d'où la couleur bleue très prononcée de Neptune. Ensuite, on a plus bas, en liquide et en glace, de l'eau, du méthane et des hydrocarbures qui forment la partie la plus je dirais semi-rigide, semi-dure, parce que c'est à la fois liquide et à la fois solide. Alors, une particularité aussi, c'est qu'on soupçonne qu'entre le manteau intérieur et l'approche du noyau, mais ça, j'ai pas eu de certification, je prends ça avec toute les prudences, il serait possible qu'il pleuve en fait des diamants. C'est marrant parce que sous la pression, les diamants se créeraient carrément dans le... Bon, de là, aller les chercher. Mais ça, c'est une anecdote. Alors, il y a un champ magnétique, évidemment, qui est assez fort, hein, il est assez puissant. Je ne sais pas si j'avais sa quantité. Non, j'ai pas trouvé toute la puissance qu'il a. Mais il est à peu près du même ordre. Il est inférieur, il est quand même inférieur à celui d'Uranus. Il n'est pas du même style. Mais il est assez important. C'est quand même le 4e champ magnétique pratiquement du système solaire. Parce qu'il est battu, et de loin évidemment, par Jupiter, Saturne, par Uranus. Après vient Neptune, et curieusement Mercure, ce qui est assez curieux, c'est parce que Mercure c'est un cas particulier. Puis évidemment on va trouver la Terre, Vénus qui est aussi particulière, et Mars qui n'en a pratiquement plus. Alors la comparaison, vous voyez là vous avez Uranus sur la gauche et Neptune à droite, ça vous donne à peu près une idée de taille. Vous voyez qu'il y a une très légère différence de grandeur entre Neptune et Uranus. Neptune est un peu plus petit. Par contre, ce qui est assez surprenant, effectivement, c'est l'activité qu'il y a à la surface de l'atmosphère de la planète. Alors, ça, on s'attendait, je me rappelle du moment où Voyageur 2 a été se balader de ce côté-là, la plupart des astronomes s'attendaient à voir à peu près ce qu'on avait vu sur Uranus, quoi. Quelque chose de banal, bleu, quelques petits mouvements, enfin bon, rien d'extraordinaire. Mais quand les premières images sont arrivées et qu'on a vu cette énorme tache à la surface, ainsi qu'un autre qu'on verra un peu plus en détail, mais enfin, je vais le signaler déjà. Donc vous avez la grande tache qui est au milieu, et vous remarquez qu'en bas à gauche, vous avez une autre tache qu'ils ont appelée le scooter, parce qu'en fait, le temps que la tache fait un tour, l'autre il en faisait 3. Donc c'était à toute vitesse, étant donné qu'il est plus près du pôle, il est beaucoup plus vite. Alors voilà une autre image. Alors ça aussi, c'est assez étonnant, c'est parce qu'on retrouve des choses qui sont quand même presque identiques à ce qu'on peut voir sur Jupiter ou Saturne. Vous avez des bandes nuageuses, vous partez du pôle, puis on arrive à l'équateur et on repart, et au pôle suivant, et vous avez ces systèmes concentriques, et même si on regarde un peu en détail, entre la grande tache et les premières bandes du bas, on a également des petites déformations de ces bandes, hein, des confrontations entre les nuages, qui ne circulent pas à la même vitesse. On a des nuages aussi, de glace d'eau, ces nuages blancs que vous voyez à la surface. Ça, c'est des choses qui ont beaucoup surpris, parce qu'on ne s'attendait pas à ce qu'à cette distance du système, dans le système solaire, on puisse avoir une activité à la surface d'une atmosphère d'une planète aussi loin.
Alors vous voyez, là on a un peu de détail, on voit un peu mieux justement ces effets de cirrus à la surface de l'atmosphère. C'est une curiosité. Le système que l'on voit dans cette grande tache, qu'on va voir un peu plus encore en détail, voilà, eh bien cette grande tache, elle est du même type que celle de Jupiter. Mais elle varie beaucoup plus vite dans le temps. Vous savez que sur Jupiter, c'est pas permanent non plus. On n'a pas la fameuse tache rouge de Jupiter n'est pas toujours aussi rouge, n'est pas toujours aussi grande. Elle a des variations dans le temps. Eh bien, il en est de même pour Neptune. Alors voilà les fameux nuages de glace d'eau. C'est un peu surprenant quand même. À cette distance de voir ça. Alors évidemment, ça dépend de la position de Neptune par rapport au Soleil, évidemment. Quand il est au plus près, évidemment, on a plus d'activité que quand on est au plus loin. Voilà encore. Là, on voit mieux le scooter tout en bas, là. Avec l'autre tâche ici, qui se déplace tout aussi vite d'ailleurs que celle-là. Et c'est une grosse surprise. C'est vraiment une grosse surprise. Alors voilà les modifications de la grande tâche. Vous voyez, 2004-2016, donc mai 2016, octobre 2016, octobre 2017. En octobre 2017, la tâche on la voit plus. Elle est pratiquement réduite. On a une image en bas qui montre la grandeur. Bon, elle est encore présente, mais elle est vraiment mini, quoi. Donc on a des modifications permanentes dans l'atmosphère de Neptune, ce qui est assez étonnant parce qu'on ne constate pas tout à fait la même chose pour Uranus. On avait vu la dernière fois, Uranus, ça n'avait rien d'extraordinaire. Il y avait bien quelques activités, mais enfin ce n'était pas aussi spectaculaire que pour Neptune. Alors voilà aussi à nouveau d'autres images successives, donc 96, 98 et 2002. Et vous voyez, c'est une atmosphère qui est quand même en mouvement. À cette distance, c'est assez surprenant. Et voici encore d'autres, vous voyez, qui vous donnent un petit peu l'ensemble des manifestations qu'il y a dans l'atmosphère de Neptune à différentes périodes. Alors, Neptune, on a vu ses anneaux, voilà les premières images. Au début, effectivement, on avait bien vu des anneaux fragmentés, mais c'est parce qu'en fait, dans ces anneaux, il y a des parties qui sont plus épaisses que d'autres. Mais ce sont de véritables anneaux. Voilà. Vous voyez, il y a des parties qu'on voit plus lumineuses, plus puissantes, un peu plus puissantes. Bon, c'est pas non plus extraordinaire, c'est des anneaux qui sont présents, enfin c'est pas fabuleux, on est loin de la partie Saturne. Autant Uranus, on peut voir les anneaux plus facilement, autant Neptune, c'est beaucoup plus ténu comme anneau. Alors, on va parler maintenant des satellites, puisque, bon, il n'y a pas grand-chose d'autre à dire sur la planète. On va aller voir en premier une idée un peu des satellites de Neptune qui existent. Donc on a Triton, c'est le plus gros. On a Protée, là tout de suite, Protée, c'est une forme d'astéroïde. On le verra un petit peu. On va voir trois images, on va voir Triton, Protée et Larissa. Je n'ai pas trouvé d'autres pour Néréide, Galatée, Néiade, Despina et Thalassa. Je n'ai pas trouvé vraiment d'image. On voit bien d'ailleurs ces images-là, elles sont... C'est des images où on a détecté, on a imagé, mais enfin, c'est pas une résolution d'enfer. Mais voilà les 8 satellites de la planète. Alors, le plus intéressant, c'est lui. C'est Triton. Triton, c'est un peu une exception parmi les satellites
de Neptune, d'abord, il est incliné lui-même de 20 degrés par rapport à l'inclinaison de Neptune. C'est-à-dire que Neptune est déjà incliné de 29 degrés, mais lui, il est incliné de 20 degrés de plus. Et donc c'est un peu spécial quand même. Hein. Ce qui fait qu'il a d'énormes variations en fait d'orbite, et sa surface est éclairée de différentes manières. C'est un peu étonnant. Et on remarque tout de suite, alors je préfère la précédente, on remarque tout de suite deux parties. C'est comme si elle était divisée en deux. Donc on a d'un côté la partie basse qui est un terrain que l'on voit accidenté, certainement même avec une petite activité qui semblerait volcanique, enfin des parties sombres là, et une autre partie totalement différente. Et ça fait le tour. Hein. Donc on a une moitié d'une sorte et la moitié de l'autre. C'est pas les mêmes. C'est pas les mêmes terrains. Ça fait partie des choses assez difficiles à comprendre. Alors si on veut approcher, ben voilà un petit peu la surface hein, de Triton. Vous voyez, surface accidentée. Alors ce qui est un peu étonnant, c'est qu'on a une surface qui n'est pas aussi cratérisée qu'on ne le penserait. Normalement, ce genre de satellite devrait être recouvert d'un pacte de cratères, ce qu'on retrouve pour les satellites de Jupiter, ce qu'on retrouve pour les satellites, un certain nombre de satellites de Jupiter, un certain nombre de satellites de Saturne, d'Uranus. Et bien là, on voit une surface qui est renouvelée quelque part. Voilà encore une autre image. Vous voyez, les cratères d'impact ne sont pas aussi... sont pas importants, quoi, par rapport à ceux en quoi on pourrait s'attendre. Alors que sur l'autre partie, vous voyez, on a bien des cratères d'impact sur la partie basse. Alors les parties noires, volcanisme, je ne suis pas certain, peut-être des parties d'éjection hein, de substances qui sont en dessous et qui ressortent à l'extérieur. Et voici la partie qui a cette forme particulière, avec ces grandes lignes, hein, ces formes de X, ces grands systèmes de canyon pratiquement hein, qu'on peut voir. Alors il faut savoir que lui il fait 2760 km de diamètre, donc il rentre dans les catégories de satellites à forme sphérique. Il fait moins 236 degrés. Il est plus froid que Neptune. Et il a une particularité, c'est que comme son orbite est très varie énormément, puisqu'elle est très inclinée par rapport à l'équateur de Neptune, eh bien, au pôle, il y a des geysers d'azote hein, qui sont éjectés à 8 km d'altitude. Et comme la gravité n'est pas très forte, ça rejoint l'autre pôle. C'est-à-dire que c'est éjecté à 8 km, ça fait le tour et ça redescend de l'autre côté. Bon. Mais sa surface est surtout composée d'azote, de méthane et d'eau. Mais on manque malheureusement de données concernant l'intérieur. Il aurait été intéressant, par exemple, comme pour Saturne et Jupiter, d'avoir des satellites qui se baladent autour pour constater la gravité, la masse, savoir si oui ou non, comment est composé l'intérieur, ça aurait été intéressant. Savoir notamment si, sous la surface, il y a de l'eau ou pas, par exemple. Comme on a découvert d'autres corps qui forment des mers sous la côte. Et là, on va avoir un petit survol de Triton, donc d'après les images, l'ensemble d'images qui avaient été prises par voyageurs. Alors vous voyez, on voit bien ces lignes de canyon là à travers, hein, et puis tout ce terrain mouvementé qui est assez difficile à comprendre, bien qu'on voit bien que là, il y a des bassins d'impact qui ont été remplis
hein, comme sur la Lune, ça a été rempli par ce qu'il y avait en dessous. Donc en fait, si on a peu d'impact, c'est peut-être le fait que dès que quelque chose vient impacter, hop, il y a quelque chose qui ressort en dessous, qui remplit à nouveau la surface. J'ai eu peur. Alors voilà, Protée, vous voyez, on quitte Triton, et Triton c'est sphérique, d'accord, et là on a Protée tout de suite astéroïde. C'est-à-dire que le seul qui ressemble à quelque chose dont on a l'habitude, c'est Triton. Protée, et puis ce qui est surprenant, c'est qu'il y a bien eu, on voit bien, hein, des impacts, il y en a eu. Et voilà Larissa. Là aussi, astéroïde, criblé d'impacts. Donc on a eu, alors à moins que cet astéroïde ait été capté après, enfin s'il était là en même temps que Triton, on voit bien qu'il y a eu une série d'impacts quand même, donc Triton devrait porter des marques d'impact plus conséquents. Et pour finir, puisque effectivement c'est un peu court, parce que bon, Neptune, on n'a pas énormément de renseignements vraiment dessus. Eh bien, voici la ceinture, ce qui suit Neptune. Hein, donc vous avez, on voit Neptune, Pluton, Charon sont les deux astres qui suivent. Et puis vous avez la ceinture de Kuiper, qui est la bande jaune de l'ensemble. Hein, et ce qu'on appelle les résonances orbitales, c'est-à-dire que tout objet qui se baladerait sur les chiffres que vous avez 3 quarts, 2 tiers, 3 cinquièmes, 4 septièmes, 1 demi et 2 cinq serait en relation avec les deux corps. C'est une résonance orbitale entre une Neptune, Pluton, Charon et les autres corps qui viendraient à se balader. Alors on verra plus tard que dans cette ceinture de Kuiper, il y a au moins, que je ne dise pas de bêtises, il y a au moins 5 corps déjà référencés. Et on espère pouvoir avoir la chance d'en détecter davantage. Parce que c'est un monde qui est totalement inconnu. Et on a très très peu de renseignements là-dessus. Pourquoi? Parce que les sondes Voyageur 1, on l'a expédié tout de suite après être passé du côté de Jupiter, Saturne, hop, on l'a expédié ailleurs. Et Voyageur 2, quand elle est passée du côté de Neptune, après elle a pris la tangente aussi et s'est évacuée pour éviter de passer dans la ceinture de Kuiper, parce qu'à l'époque on ne savait pas du tout de quoi est composée la ceinture de Kuiper. On sait que c'est un réservoir de comètes, mais c'est tout. Donc prendre le risque de faire détruire Voyageur en passant dans quelque chose qu'on ne connaît pas, évidemment, bon, on a utilisé Neptune pour propulser en dehors de ce champ. Donc la seule qui passe à proximité de cette partie-là, donc de la ceinture de Kuiper, il n'y a qu'un seul satellite, une seule sonde. C'est New Horizon, puisque New Horizon est passé visiter Pluton, Charon, et lui a commencé à regarder ce qu'il y avait ailleurs. C'est pour ça qu'on a découvert d'autres corps supplémentaires qui se baladaient là-dedans. Certains ont un aspect équivalent à Charon ou à Triton, parce que Triton n'est pas un petit objet non plus, donc ils ont cet aspect-là, et d'autres ont des aspects plutôt de style d'astéroïdes, quoi. C'est des formes plus ou moins qui ne sont pas sphériques, qui ne se sont pas accumulées suffisamment, donc elles gardent des formes aléatoires. Et on sait après que, pour finir sur cette partie-là, qu'ensuite, une fois dépassé la ceinture de Kuiper, on a une très longue période où il n'y a normalement pas grand-chose, avec toute la prudence qui convient évidemment à affirmer ça, mais les sondes Voyageur 1 et Voyageur 2 n'ont rien détecté d'extraordinaire. Je veux dire, pas d'influence gravitationnelle, alors il se peut qu'ils soient passés à côté, hein.
mais pas non plus de corps. Il me semblerait qu'il y ait une espèce de vide à cet endroit-là. Puis bien plus loin, à la limite de l'action de notre étoile, eh bien, on a un autre ensemble qui s'appelle le nuage de Oort, qui lui n'est pas en forme de ceinture d'astéroïdes ou de comètes, mais davantage un aspect de sphère tout autour du système solaire. C'est en fait les restes de création, tout ce qui a pu s'agglutiner et qui était sous l'influence après la naissance de l'étoile. Eh bien, ces corps se sont formés, agglutinés entre eux et forment un réservoir très conséquent, a priori, de comètes notamment. Donc on a là une grande quantité de comètes qui sont disponibles, qui nous rendent de temps en temps visite, puisque on a quelques-unes qui sont passées, qui ont été spectaculaires, notamment Albob. On a là un réservoir important, et puis la caractéristique de ces comètes, c'est qu'elles passent dans n'importe quel sens. Toutes les comètes qui viennent du nuage de Kuiper suivent l'orbite générale des planètes, et les autres vont dans tous les sens. Donc elles peuvent aller de haut en bas, de gauche à droite, dans tous les sens. Parabolique, hyperbolique. Donc elles peuvent venir de n'importe où. Oui. La ceinture de Oort, c'est quand même... Le nuage. Le nuage, c'est quand même... tu as dit tout à l'heure, ça se présente pas comme une sphère. C'est une sphère, alors que l'anneau est une sphère. Comment une sphère ? C'est une sphère, c'est-à-dire que le Soleil, son attraction se fait à 360 degrés. D'accord ? Et comme elle n'est pas soumise, cet effet n'est pas aussi important, l'effet de rotation qui a emmené les corps sur à peu près les mêmes orbites, puisque toutes les planètes sont à peu près dans une bande, on va dire une bande où on va trouver pratiquement tous les corps, aussi bien la ceinture de Kuiper que toutes les planètes ou tous les pseudo-planètes. Elles sont toutes dans la même bande, qui est l'équateur du Soleil, en fait, la projection de l'équateur du Soleil. Kuiper et compagnie, c'est dans un plan, alors que l'autre, c'est une sphère autour. Pourquoi ? Parce que la rotation de l'étoile, qui a créé cet effet de plan, en fait, son influence n'est pas suffisante à l'extérieur pour créer un effet, le même effet. Donc, en fait, les choses se sont satellisées autour, et tous les poussières, les moindres machins, se sont agglutinées en différents corps, et eh bien, on estime qu'il y a plusieurs millions de ces corps dans le nuage de Oort. C'est comme si on était dans un gros nuage. Oui, tout à fait. Et alors, c'est ce qui peut aussi créer pour nous des risques, des dangers, puisque ces corps peuvent venir de n'importe où, arriver n'importe comment, puisque donc la moindre perturbation les ramène vers nous. Donc on sait qu'il y a eu 2 périodes qui ont ramené des grandes quantités de comètes vers le centre, vers le centre du système solaire, et que ces chutes ont duré quelques millions d'années. Pourquoi ? Parce qu'une étoile est passée dans les parages. Il suffit qu'il y ait une légère influence pour qu'elle soit supérieure à l'attraction et ce qui les maintient en fait en stabilité à cette extrémité du système solaire, et à ce moment-là elle chute, elle descend vers nous. Donc c'est ce nombre de corps. Alors après, maintenant il est difficile d'estimer, parce qu'il faudrait atteindre le nuage de Oort et puis se balader dans ce nuage pour connaître à peu près la valeur moyenne de tous ces corps, quoi. Mais bon, ça c'est un peu hors de notre portée pour l'instant. D'autres questions ? Où est-ce qu'on peut avoir cette planète du coup ? Laquelle ? Neptune. À l'observation. Vas-y. Elle est par là. Actuellement, je le vois.
Elle est alignée, elle est très très près de Saturne et de Jupiter. D'accord. Et on la voit très près, Dans les avec une parages. jonction, c'est super. Enfin, on a des nuages. Essayez. Hein. Tu vas voir avec quel type d'instrument? Ah, moi pour l'instant, je ne l'ai pas encore vu aux jumelles, mais je l'ai vu au télescope. Au petit télescope, on la voit. Oui, parce qu'elle n'a pas une magnitude très élevée. Hein, et elle varie entre 8 et 9. La magnitude, donc 9, c'est une paire de jumelles. Aux jumelles, je n'ai pas réussi à le voir, mais par contre, au télescope. Mais on a dit, savoir que c'est Neptune, c'est plus dur. Mais avec un télescope, tu le distingues, puisqu'en fait, tu t'aperçois que c'est plus un point, c'est bien un disque. Tu vois Ouais. et tu vois la couleur, on voit la voix bleue. C'est ça qui est étonnant, c'est la couleur, ça se voit. Au 150, on ne voit pas les taches. Ah bah ça, moi j'imagine. Non, c'est beaucoup plus gros. Mais justement, on a parlé de la tâche centrale de l'activité qu'en fait, on peut émettre des hypothèses sur le type d'activité C'est très très dur. C'est très très difficile de savoir pourquoi à cette distance. Alors peut-être qu'on aurait le même résultat si Uranus n'avait pas le pôle en face du Soleil. Puisque là on a une inclinaison presque de 29 degrés, mais elle roule pas sur l'orbite, Neptune. Hein. Donc peut-être que ça joue dessus, parce qu'on a jugé Uranus, mais Uranus, comme elle roule pratiquement sur son orbite pendant une bonne partie de son voyage autour du Soleil, ça peut influencer. Maintenant, c'est un peu surprenant, parce qu'on est quand même très loin. Donc c'est étonnant quand même qu'à cette distance, on ait qu'il y ait suffisamment d'énergie pour provoquer une activité à la surface. Ça c'est intéressant parce que à cette température-là, ce qui est intéressant, c'est de renvoyer des sondes pour étudier de près, pendant longtemps, la Neptune, parce que ce serait intéressant de savoir pourquoi, quelle énergie il faut pour que à cette température-là, on ait des résultats comme on a, quoi. Comme on a observé, en sachant que vous voyez, on a quand même des variations assez importantes de cette activité. Alors, actuellement, Neptune est à côté de la Lune, au même élévation, elle est à 35 degrés, et elle va croiser Jupiter dans une heure. Et on veut la voir en gros 6 heures. On veut la voir de 17h12 à 0h52. Magnitude 7,8. Mais tu vas avoir du mal. Vu le temps qu'il fait, ça va pas être facile. Comment? J'ai vu le temps qu'il fait, ça va pas être facile. On va attendre un peu meilleur. Je sais qu'on arrive à la voir facilement. Bon, faut se lever ou pas se coucher. Vers 1h30, 2h du matin, il n'y a pas de problème. Pour l'instant. Ah, il faut savoir qu'il y a des astronomes amateurs qui imagent Uranus et Neptune. Les instruments des amateurs se sont largement améliorés dans ce sujet et ils arrivent à imager effectivement ces deux planètes, quoi. C'est assez étonnant. Je crois qu'il y a un qui a réussi, mais en fait c'était pas son but, à imager un on va pas parler de trans-neptunien, mais de trans-plutonien, c'est-à-dire qu'il a imagé un corps qui lui est à la limite entre Pluton-Charon et le Saturne de Kuiper. Alors c'est pas terrible, hein, faut pas s'attendre à une image, mais effectivement sur une courte, il a créé un gif où on voit parmi les étoiles un petit corps se déplacer, minuscule, et effectivement ça correspond à l'orbite d'un des objets qui est à l'intérieur du nuage de Kuiper. C'est assez étonnant, quoi. Je veux dire, ça c'est quand même assez exceptionnel. D'autres questions? Le Héri dont on a parlé au début, c'est celui de la figure d'Héri ou c'est un autre? Je ne suis pas sûr. Je ne m'avancerai pas sur le fait que c'est le même personnage. Je n'ai pas recherché ça, mais si ça se trouve, c'est possible, oui. Donc on va arrêter l'enregistrement? Ouais. Ok. Bon, de nouveau, merci pour ceux qui vont regarder cette vidéo. N'hésitez pas à lever le petit pouce
ça vous a plu, et puis de nous faire des remarques si vous le souhaitez. On répondra à vos questions. J'espère qu'en tout cas que ça vous a plu, et puis eh bien on continuera le thème planétaire, puisqu'en fait ce planétaire système solaire, puisque je pense qu'on ira après sur les objets, aussi bien les astéroïdes que les comètes, et puis parler aussi du nuage de Kuiper, de la ceinture de Kuiper et du nuage de Oort, en fait de tous ces petits corps qui se baladent dans ce système solaire. Voilà, merci de m'avoir écouté. Merci. Au revoir.